Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, Délivrez-vous sera j'aime. J'aime sans apostrophe. J'aime comme Jean-Euphel Milcé, que nous avons le plaisir de recevoir. L'auteur de l'Alphabet des Nuits, l'auteur de Les Jardinaises, l'auteur de Mes chères petites ombres. Bonsoir Euphel, bienvenue à Délivrez-vous. Bonsoir D'Angelo, que du bonheur. Pour tout le monde, nous l'espérons. Oh, bien sûr, c'est un plaisir d'être là et surtout pour parler de livres. J'adore ce concept d'émission. J'ai l'impression que c'est la seule émission de littérature populaire. Euphel, qu'est-ce qu'écrire dans ta vie? Une manière d'être, bêtement. Vraiment une manière d'être. Vous savez, quand on est... Ça m'est déjà arrivé de me rendre compte que je peux être différent de certaines personnes. Bon, c'est une histoire tout à fait personnelle. Ma propre construction est sociale aussi. Comment j'ai été baladé de milieu en milieu, en perte absolue d'ancrage. À un certain moment, il fallait écrire pour trouver un petit chez-soi. Petit chez-soi, parce que je suis fils de pasteur. Oui. Fils de pasteur, élevé sur la cour d'une mission, avec de nombreux déplacements. À un certain moment, j'avais besoin de me retrouver. Et pour moi, l'idéal, c'était d'avoir une activité qui me permet déjà de me raconter mes propres histoires. Or, comme j'ai eu une vie à grande vitesse avec énormément de déplacements, j'ai dû faire 40 déménagements dans ma vie. Donc voilà, ma maison, c'était un peu l'écriture et le moyen de raconter des histoires. Et pourquoi pas la peinture ou le cinéma? Fatalement, j'ai toujours eu prise avec la parole des autres. Je viens d'un milieu où les gens vivent de leurs paroles. Je raconte n'importe quelle vérité. Fils de pasteur, c'est normal. Tout le monde travaillait la semaine. Mon père, il travaillait que le dimanche. Il se reposait la semaine. Et la semaine, il portait une parole. Et les gens l'écoutaient, adoraient ce qu'il disait et n'osaient même pas dire non. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de pouvoir. Je sens qu'il avait ce pouvoir avec cette parole. Donc, en même temps, après, les gens racontent, je prends la vie d'une mission, c'est plein d'histoires qui viennent, qui partent, des réunions de comité, de sages, de ci, les gens vont raconter n'importe quoi sur les autres. Donc, c'est un peu ubuesque quand même, et j'ai fait de la parole un peu mon métier. Et il y a une chose aussi, c'est que quand, dans les années 80, très tôt dans les années 80, mon père a été transféré dans le nord-ouest d'Haïti. On est arrivé dans un village là où il y avait l'église centrale, parce que c'est des espèces de districts avec une dizaine de petites églises satellites et une église centrale. Et dans ce village, il n'y avait quasiment plus d'hommes. Il n'y avait pas d'hommes. Et ils étaient où les hommes? Ils étaient tous en Floride ou morts. Ou morts en tentant la traversée. C'est le phénomène très triste et très malheureux des boat people qui a touché le nord-ouest. Donc, les hommes partaient. Il ne restait que des femmes et des enfants. Et à l'époque, vous imaginez bien qu'il n'y avait il n'y avait pas accès aux nouvelles technologies. Bon, jusqu'à maintenant, dans le nord-ouest, j'imagine. Ouais. Et la passerelle entre ces exilés économiques
entre guillemets, et leur famille restent en Haïti, c'était une forme de littérature. La littérature épistolaire, c'était les lettres. Or, il arrive que ces femmes, la plupart du temps, étaient des analphabètes. Des analphabètes. Donc, le pasteur, il avait quand même pour obligation de garder ses fidèles dans la foi, donc de ne pas quitter leur mari, forme de morale dans l'histoire. Il fallait tout le temps écrire des lettres au mari. Quand il avait des problèmes, il fallait expliquer au pasteur. Et moi, mon travail à côté, c'était de raconter, c'était de transcrire ces histoires de femmes abandonnés à mon avis, qui avaient plein de choses à dire à leur mari, qui suspectaient aussi leur mari d'infidélité, de se la coller douce dans les bras d'une riche blanche et tout et tout. Donc voilà, apprendre très tôt à traduire les inquiétudes, les espoirs et aussi les projets de certaines personnes. Pas naïve, mais quand même dans un rapport avec la vie qui demande la simplicité, dire toute la vérité. Donc, je crois que le déclic, c'était ça. Donc, quand tu commences à écrire, tu portes déjà des voix. Mais est-ce que tu mettais en scène ce que te disaient ces femmes? Bon, ce n'était pas simplement des voix, c'était surtout des drames humains. Et très tôt, j'ai compris que l'écriture, c'est s'intéresser aux autres. Il y avait tellement de drames. La jeune fille qui tombe enceinte, le petit qui est impliqué dans une bagarre à l'école, qui s'est fait renvoyer, l'autre qui arrive en fin de cycle primaire, qu'on doit déplacer soit pour envoyer au Gonaïves ou à Port-de-Paix, plein d'histoires. Ou bien la jeune fille qui est à Port-au-Prince mais qui fréquente un drogué. Drogué, c'est le comportement parce qu'il ne va pas à l'église. Je me suis retrouvé au cœur de petits drames et en les accumulant, ça donne une façon d'aller et de venir chez les autres. Et pour moi, c'était quand même le début de la littérature. Mais est-ce qu'à l'époque, Eufel, tu te disais que tu allais faire ça de ta vie, que tu allais écrire? Mais je le savais parce que j'ai appris à mentir. À mentir pour me défendre. J'ai appris à mentir aussi pour cacher une forme de rigidité qu'il y avait à la maison. Parce que quand on grandit dans ce milieu, on a une double vie. C'est-à-dire on a les amis, puisqu'on a toujours eu accès à de la lecture, qu'on avait appris à voyager, à essayer de concevoir la vie autrement. Bon, il fallait qu'il n'y ait pas de doute sur notre culture générale. Donc, parler de tout. Donc, à l'école, on parlait même de pornographie. Et à la maison, on n'osait pas. Il y a une chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est que je n'avais pas le droit d'aller au cinéma. C'était considéré comme un péché? Mais les films étaient tout simplement censurés. Je pouvais aller voir un film, mais ça devait passer sous la censure des parents. Si un ami de mon père lui avait parlé de ce film, qui est bon, qui a une bonne morale, etc., on pouvait aller voir. Donc, c'était pas interdit d'aller voir un film de Jean-Paul Belmondo, ouais, ou un Bruce Lee, ou un Bruce Lee, mais en règle générale, s'il y avait trop de violence, ou bien les parents interdisaient ça. Et à l'école, c'était le programme, on n'avait rien d'autre à foutre que le dimanche d'aller voir des films, ce qu'on appelle la permanence, 2 films pour le prix d'un. Mais ce qui était bizarre, c'est que ces 2 films aussi, c'est la longueur de film. C'est la longueur de film. Et le lundi matin, à l'école, Gonaïves, tous les gamins qui étaient là à parler du film, ce qu'on a vu hier. Et moi, seul dans mon coin, mais c'était la honte suprême. Là, on est à Port-au-Prince ou au Gonaïves? Là, on est au Gonaïves. Là, il faut de temps en temps me demander où est-ce qu'on est parce que
j'ai habité Je sais quasiment que tout le tu pays. as, tu as vécu plusieurs vies dans ta vie. Tout le long du pays, bien sûr. Alors, Togo naïve, et il fallait apprendre à mentir pour garder la face. Dans ce cas-là, mentir, c'est très, très, très bien. Pour garder la face, ben, tu étais où hier? Et ben, j'étais à Port-au-Prince. Voilà, j'ai vu un film Capitole ou Impérial. Donc, il fallait à un certain moment raconter ce nouveau film, ce film qui n'est pas arrivé en province. Et j'ai inventé tellement de films dans ma vie. Les 7 têtes Mazaka, les 12 capes d'Afrique. Et un jour que ça a pris, j'ai un co-disciple, mais du genre, monsieur, je sais tout. Monsieur, je sais tout. Et là, il était en train de m'écouter. À un certain moment, il est pris dans l'action. Il dit, voilà ce film, je l'ai vu, moi aussi. J'ai regardé, je ne pouvais pas dire non, mon cher. Et, Parce que le film n'existe pas, bien entendu, c'est un film que tu as inventé. Mais bien sûr, parce que l'écriture, jusqu'à maintenant pour moi, comme je suis toujours dans une forme de raconter utopique, c'est le mentir vrai. Pour toi, l'écrivain, c'est celui qui sait mentir dans le talent, qui sait mentir dans le génie. Ou peut-être pas mentir, mais détourner la réalité. Ben, c'est un mentir vrai. C'est un mentir vrai, c'est combiner des morceaux de vie, des bouts de personnages, les mettre ensemble et puis donner un semblant de vérité. À tel point, moi, quand j'écris, je vais partir sur un personnage totalement fictif. Je me rappelle, tu m'avais posé la question une fois et j'étais tellement heureux en me disant, le personnage, est-ce que c'est toi? Je ne suis pas très loin, mais ce n'est pas moi. Mais est-ce que ce mentir vrai, le mentir vrai de la littérature, comment fait-il pour rendre compte du réel? Bon, le réel, c'est si on veut. Ainsi, des fois, ça m'arrive d'essayer des acrobaties en disant, je bascule tout dans une case qui s'appelle utopie. Utopie. Écrire, on prend le risque de prédire, de faire des prévisions, de sentir ce qui peut arriver aussi. Et pour moi, l'utopie, c'est pas ma définition. La définition est tellement populaire. L'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Ou les réalités de demain. De toute façon, ça finira toujours par arriver. Et si aussi la littérature de fiction arrive à proposer une marche à suivre. Disons que les personnages, quand ils sont inventés, ils deviennent réels, vivants. Ils peuvent devenir à la mode aussi. Ils peuvent devenir des maîtres à penser aussi. Des fois, ce sont les gens qui suivent la littérature. D'autres fois, c'est la littérature qui suit la société. Je crois que la littérature peut provoquer des réalités. Mais cette littérature-là, elle provoque des réalités qui ne sont pas dans la réalité. Ce serait comme des réalités parallèles. Non, même pas parallèles. Bon, j'ai eu une discussion, j'ai eu un débat assez troublant une fois dans ma vie à New York. J'ai travaillé avec un groupe qui s'appelle Creative Times, une espèce de magazine en ligne, des activistes littéraires, politiques, de la décroissance, tout ce qu'on veut. Et il y a un projet de faire une grosse exposition autour d'une artiste, d'une plasticienne qui s'appelle Carl Walker, qui voulait travailler sur la thématique de la canne à sucre. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a un gros bâtiment à Brooklyn que des entrepreneurs ont décidé de raser, ont décidé de raser parce que l'usine, qui est une ancienne usine de sucre, n'était plus en activité. Et là, ces activistes amis ont demandé de monter une exposition, de faire un événement autour du sucre. Donc, ils ont invité des écrivains de pays à tradition sucrière, dont Haïti, Edwidge Dantika, moi. Et je reviens à ce débat, je ne vais pas parler de l'exposition, je reviens à ce débat en disant,
on est là pour créer la mode. Et les textes, c'était des textes de fiction. C'est comme on nous a demandé de proposer le réel des 5 prochaines années. Et les gens étaient sûrs qu'il y a une foule qui sera décidée à nous suivre. C'est comme créer la mode. Donc la littérature peut créer non pas simplement des réalités, mais quand même peut alimenter un réel à venir. Et tu dirais carrément réalité, tu ne dirais pas que l'écrivain, c'est un fabricant de possibilités. C'est un manipulateur. Mesdames et messieurs, délivrez-vous le temps de la première pause. Nous sommes sur le plateau avec Jean-Eufel Milcé. Les écrivains sont des menteurs, les écrivains sont des manipulateurs. Nous sommes avec Jean-Eufel Milcé. Les écrivains, Eufel, reçoivent des prix aussi. Quand tu fais ton roman L'Alphabet des Nuits, tu vis en Suisse. Ce roman est très, très bien accueilli par la critique. Est-ce que tu as des souvenirs de toi recevant ce prix? Quand tu fermes tes yeux, comment tu revois le fil des événements? Ça, c'est... Bon, je m'attendais pas à cette question. C'est vrai que ça m'envoie en Suisse. Quand je parle de la Suisse, je parle de la Suisse profonde. C'était pas Genève, au Zurich, 2 villes absolument internationales. Où dans un bar, on est en face d'un Congolais, on a un Vietnamien à côté, ou un Suédois derrière le bar. Donc, là, il faut que j'essaie de situer, j'ai pas envie de faire un cours de géographie suisse, je suis à Fribourg. À Fribourg, c'est un peu cette barrière, cette frontière entre la Suisse romande, francophone, et la Suisse alémanique. Et je suis noir, le seul du village. Je vais travailler, tout le monde me voit, donc j'ai quasiment pas de prénom. C'est-à-dire, on m'associe aux gens qui me côtoient, qui sont blancs. Je peux être l'ami d'un tel. Voilà. Ouais. Mais le prénom, c'est un peu compliqué. Et à l'époque, comme activité professionnelle, je travaillais pour le département de manuscrits de l'Université de Lausanne, en train de travailler très, très, très dur sur les fonds d'archives de Bernard Clavel, un vieil écrivain lyonnais qui m'a appris beaucoup de choses. Bon, il est mort il n'y a pas très, très, très longtemps, que je continue de porter dans mon cœur avec énormément d'affection. Et j'aimais pas l'œuvre, j'aimais l'homme, Bernard Clavel. Mais ces livres, non, quoi que c'est un prix Goncourt, c'est membre de l'Académie Goncourt, qui était quand même chez Albin Michel, le plus gros vendeur de livres chez Albin Michel. C'est 300 000 à chaque sortie, sans compter en livres de poche. Ce que ça pouvait générer en termes de profit. 1 million, d'accord. Et je disais bien pourquoi il est aussi grand écrivain, beaucoup discuté de littérature, et il fallait que j'écrive. J'avais déjà fait 2 ou 3 livres, de manière presque clandestine, 2 livres de poésie, L'Ouvritan et Girouette de Vent, et aussi un texte sur Bernard Clavel lui-même, qui était une publication universitaire, donc clandestine. Je vais faire un roman. Et la rédaction de l'Alphabet des Nuits, c'était vraiment pour ne pas regarder les gens, parce que je prenais le train pour les allers-retours du travail chez moi. Je n'avais pas envie de discuter avec des jeunes blancs. Ils sont jeunes,
Ouais, ils sont jeunes. Mais à l'époque, tu et es ça- très jeune aussi, Ophel. Ben, Tu es très jeune aussi. 30 Quand ans. tu fais ce... Oui, 30 ans. 30 ans. Tu es très jeune. Moi, je raconte quelque chose que j'ai entendu dans le train. Il y a une fille qui est assise à côté de moi qui est au téléphone en disant, bah, écoute, tu vois, il veut sortir avec moi, mais il est vieux. Il est vieux. Et puis après, l'autre lui a peut-être demandé l'âge du vieux. Il a dit, ah mais non, il a 24 ans. Il a 24 ans, moi j'étais déjà dans la trentaine. Donc Ouais. j'ai compris que j'étais vieux. Donc j'ai beaucoup écrit dans le train. C'est-à-dire, j'ai fait ce livre dans le train. Et tu as écrit sur un ordinateur, tu as écrit Ouais. avec Sur ton un stylo. ordinateur dans le train. Et quand ce livre est sorti, en Suisse, il y a un prix qui s'appelle Prix Georges Nicole, qui est décerné chaque 3 ans. Chaque 3 ans, c'est vraiment le prix de la promesse qui est très médiatisé. Très médiatisé. Donc j'ai soumis, mon livre a été soumis à ce prix, qui est mon premier roman, qui aurait pu passer totalement inaperçu. Ah oui. Et un dimanche, je suis à la maison, je reçois un coup de fil me disant Monsieur Milsé, vous êtes l'heureux lauréat du prix. Sincèrement, moi j'ai déjà oublié. J'ai oublié. J'ai expliqué à mon interlocuteur, disant vous savez, je suis protestant de culture, mais ça fait longtemps que j'ai arrêté d'aller à l'église. Je ne crois pas aux bonnes nouvelles. Pour toi, c'était une mauvaise blague. Bon, carrément. quand j'étais petit, le dimanche, c'était le jour consacré au repos et à la prière. Vous savez, depuis quelques temps, j'ai éliminé la prière. Le dimanche, je me repose, je me foutais la paix. Foutais la paix. Ah oui, non, mais écoutez, on va demander à l'attaché de presse de votre maison d'édition de m'appeler. Envoyez-moi un mail de confirmation et envoyez-moi cet attaché de presse. J'aimerais bien Comme voir cette ça, fille. Non. on est sûr que c'est vous, on est sûr que j'ai Bien le sûr. prix. Et ça a été... est-ce que c'était extraordinaire? C'est passé de l'anonymat à quelque chose. C'est-à-dire le lendemain matin, 4 couvertures de quotidien, même dans des contrées lointaines en Suisse alémanique. Donc tu es tout de suite devenu alémanique, une star etc. là-bas. Bon, je ne vais pas dire une star, je suis devenu un écrivain. Ouais. Un écrivain, là, il n'y avait pas de doute. Il n'y avait pas de doute. Ce prix, du moins, ça dit attention, il y a quelque chose qui se passe ici. Oui, bien sûr. Il y a une écriture ici. Oui, je suis devenu tellement écrivain que mon éditeur m'a demandé 2 semaines plus tard de démissionner de mon travail. Le livre a été traduit dans plusieurs langues. Oui, dans plusieurs langues. anglais. En anglais, en italien, en allemand, oui. C'est un bon deal pour les éditeurs. Et quelques temps après, J'aime faire le ministère quitte la Suisse et revient s'installer en Haïti. Oui. Et écrit après le 12 janvier Les Jardins naissent et écrit tout récemment Mes chères petites ombres. C'est ton dernier roman, Mes chères petites ombres. C'est mon dernier roman. Le tout dernier où le drame de l'identité est au cœur de ton propos. Est-ce que toi, comme écrivain, tu penses que dans tes 1000 déplacements, dans tes 1000 voyages, est-ce que tu penses être toi-même dans cette situation de conflit identitaire où des fois tu te cherches? Ok. Depuis quelque temps, j'ai trouvé une maison. Voilà, maintenant je suis stable, ancré au milieu d'une famille, de mes amis, depuis une dizaine d'années. Une femme écrivaine. Ouais, depuis une dizaine d'années, je suis en train d'arpenter les mêmes lieux. Il y a mon espace qui se réduit, je voyage beaucoup moins. C'est-à-dire, en Suisse, c'était extrêmement facile, on est quand même au cœur de l'Europe centrale. Ouais. La Suisse étant un pays extrêmement cher, à chaque fois qu'on avait un long week-end, il fallait partir. Je dépensais moins d'argent à Amsterdam qu'à Genève, ou des fois on osait aller un peu plus loin, dans le Maghreb. Ouais. Et comme écrivain, c'est pas simplement agréable, mais on rencontre énormément de personnes qui sont porteuses d'autant d'histoires. Et voilà, le voyage a toujours été dans mon travail. Je ne peux pas éviter le voyage. Sauf que j'ai essayé dans mon œuvre de forcer un peu la note, c'est l'écartèlement. Ouais. J'ai toujours regardé le monde à partir d'Haïti. Je peux me trouver n'importe où
sur la Terre, je regarde le monde à partir d'Haïti. Et ce que j'ai compris, j'ai peut-être tort, vous me le direz, c'est qu'on a toujours l'impression d'être dans ce transit. C'est un pays extrêmement morcelé entre gens de montagne, gens de plaine, gens de ville, gens de la campagne, noirs, mulâtres, et grands commerçants, petits commerçants. C'est-à-dire qu'il y a une forme de hiérarchisation sociale et économique. Et en même temps, si je prends ces classes, si on les appelle comme ça, comme des cercles, mais ce ne sont pas des cercles totalement fermés. Il y a énormément de mouvements, de mouvements, c'est-à-dire on n'explique pas les richesses soudaines en Haïti, par exemple. C'est-à-dire les gens passent d'un milieu à un autre, mais avec une vitesse éclair. Est-ce que pour résorber cette crise-là, il faut... Ah, je n'ai pas parlé de crise. moi, j'ose voir là une crise, vu qu'on a morcellement et cartellement. C'est pas une crise, mais il y a une forme de mobilité aussi. Mais est-ce qu'il faut un gouvernement de l'ombre, comme tu l'as mentionné dans ton roman, pour organiser tout ça? Est-ce que c'est en cela que tu appelles à ce gouvernement de l'ombre? Bon, moi je suis assez idiot pour être dans le constat. Je suis assez idiot pour être dans le constat. J'ai essayé dans mes chères petites ombres, non seulement de parler de cet écartèlement, c'est-à-dire les gens, il y a espoir, il y a reniement, il y a des efforts d'aller vers des incertitudes. Et en même temps, il y a énormément de choses qui s'articulent autour de la politique. Moi, j'ai bien suivi, je suis la politique depuis quelques temps parce que je suis obligé de travailler. Des fois, ça m'amène à discuter avec des acteurs politiques qui a toujours quelque part ce qu'on refuse de dire, une sorte de pouvoir de l'ombre, des gens qu'on ne voit pas, qui tirent les ficelles. Quand j'étais petit, il y avait une magie du pouvoir. La magie du complot. Il y avait peut-être la CIA qui est placée quelque au Palais national, qui avait l'oreille du président de la République, mais des gens qui avaient des intérêts mesquins et souterrains, qui pouvaient, c'est pas corrompre un gros chef. Mais depuis quelque temps, cette magie a disparu. J'ai vu des hauts responsables politiques en disant, écoutez, le blanc est là, je suis très heureux. Je suis très heureux. Et là, dans mes chères petites ombres, ce gouvernement de l'eau, c'est essayer de ramener cette magie autour du pouvoir qui nous a quand même fait rêver. À un certain moment, on voulait tous, petits garçons, être des agents secrets. Alors, tout d'un coup, il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de secret. On sait, le blanc, il paye, il le dit. Le blanc, il passe des zones, il le dit. Le blanc exprime ses désirs. Le blanc exige. Donc, cette magie a disparu. Donc, mes chers petites ombres, c'est rappelé un peu quand même de... C'est carrément un uppercut à l'interventionnisme, à l'impérialisme. C'est dire, laissez-nous nous organiser nous-mêmes. Ah, vous êtes lecteur? Vous êtes lecteur? Non. Laissez-nous quand même le privilège des petits complots entre Haïtiens. Et dans mes chères petites ombres, il y a aussi ce rapport familial, il y a aussi ce fils et ce père. Et est-ce que le monde n'est pas envisageable en dehors du sens de la famille? En dehors de ce besoin de rassemblement, de ce socle? Est-ce qu'on ne peut pas dire oui au monde sans la famille? Je suis un grand paresseux. C'est-à-dire mon bonheur, c'est d'être avec les autres. Et j'ai toujours été. Je ne me rappelle pas un moment de ma vie que je n'ai pas eu des plages assez longues ou larges, si on veut, où il y a de la place pour tout le monde. Ma famille est extrêmement importante pour moi et mes amis aussi. Le Touyo m'a traité d'imbécile heureux une fois de la récension de mes livres en disant mais pourquoi? Mais c'est pas la famille cliché dans le sens un peu fascisant. Tu vois, un petit cocon, on se protège.
De toute façon, les gens qui ont déjà eu la malchance de me fréquenter comprennent très très vite qu'il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, je suis un homme de communauté. Un homme de communauté. Et ma conviction profonde, c'est que je ne peux pas vivre sans être décroissant. Décroissant, c'est trouver le moyen soit de me rabaisser ou bien de réduire sur mon pouvoir de consommation de X, etc., d'aller vers une communauté de base. Donc j'ai été élevé dans ça, j'ai parlé de ma famille qui avait des responsabilités religieuses et communautaires aussi. Ce que j'ai appris à aimer dans la vie, la littérature qui me permet toujours d'avoir c'est une histoire de compagnonnage quand même, la littérature, et d'espérer un public. Et par-dessus tout, j'adore la cuisine. Donc la cuisine, c'est toute une chaîne. Et la rumeur dit que tu sais bien cuisiner. La rumeur dit que tu es un maître. Oui, bon, parce que j'aime ça, mais c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne du paysan producteur en passant par le marché et jusqu'au public final qui se trouve être des amis qui viennent manger à la maison. Donc, je n'ai jamais été seul et j'ai peur d'être seul. Mais on ne sent pas, Eufel, la chrétienté dans ton œuvre, surtout ton dernier roman, Mes chers petits hommes. On ne sent pas une écriture de fils de pasteur. Est-ce que tu t'es débarrassé de Dieu? Je me suis débarrassé de beaucoup de choses. Je me suis débarrassé de beaucoup de choses. Mais D'Angelo, ça veut dire on ne va pas nous enfermer dans cette chambre. D'Angelo est athée. Écoutez, moi j'ai de la famille, je ne vais pas choquer ma mère. D'Angelo, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Merci, je me fais le blesser. On va justement observer une deuxième pause à cette émission. Mesdames et messieurs, vous êtes dans la belle énergie et le bonheur. Allez, restez-y. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Délivrez-vous au cœur du bonheur et de la belle énergie avec l'écrivain haïtien Jean-Eufel Milcé. Jean-Eufel Milcé qui n'est pas seulement écrivain, mais qui est aussi bibliothécaire. Jean-Eufel Milcé, lorsqu'on est écrivain, comment fréquente-t-on les livres? Bon, on fréquente les livres avec beaucoup de passion, d'affection, mais être bibliothécaire, c'est un peu différent. C'est pour ça que je vais avoir de la peine. Bon, il y a énormément de livres qui m'ont marqué. Si vous me demandez le seul, je peux quand même prendre le risque de vous dire. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, dans ma vie, j'ai eu à monter des collections littéraires, à gérer aussi des contenus. Et ça me met dans une situation d'un peu de fonctionnaire du livre. De fonctionnaire du livre. Et aussi de ne pas imposer, mais de suggérer. Parce que, comme vous l'avez dit, le livre qui m'a impressionné, si je suis bibliothécaire, je le dis, c'est quand même une forme d'injustice ou une faute professionnelle extrêmement grave. Là, récemment, quand tu devais préparer ton émission, tu m'as demandé des livres qui t'ont marqué. Des livres, 5. J'ai donné 5 livres, j'ai l'impression que je les ai oubliés. Parce que l'instant d'après, je peux passer dans 5 autres livres. Et il y a certains livres, avec lesquels j'entretiens des rapports intimes. Et si je parle
peut-être commencer par le livre d'Emily, Le Testament des Le solitudes. Testament des solitudes. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, 12 ans environ, 12 ans, et j'ai rencontré Emily avec quelques 2-3 chapitres de ce livre. On a passé une soirée, on a beaucoup discuté de ce livre. Avant, elle faisait que de la poésie. Et moi, je vivais en Suisse à l'époque. Elle est venue me retrouver en Suisse. Et je l'ai vue écrire son premier roman. Bon, à certains moments, il me l'a passé pour lecture. C'est peut-être cette cordialité qui existe entre gens qui se fréquentent de manière très, très, très proche. Et j'ai pleuré. Donc, c'est un livre qui m'a marqué. Est-ce que c'est le meilleur livre que j'ai lu? Je ne vais pas répondre à cette question, mais c'est vraiment un livre. Le Testament des solitudes. Le Testament des solitudes qui m'a marqué énorme. Une prose poétique, mais Emily, c'est peut-être l'écrivaine contemporaine à avoir le mieux exploré cette façon d'écrire, la prose poétique. Je suis tellement proche de ce livre que je suis incompétent pour parler de ce livre. J'aimerais bien par contre t'écouter parler de ce livre, ça me ferait énormément de plaisir. Mais c'est un rapport de proximité et j'avoue que c'est un très beau livre, d'une sensibilité remarquable. Et ce qui m'a surtout plu, c'est cette jeune citadine dans une poésie de réputation intimiste. C'est quand même la génération mémoire d'Encrier, où on a l'impression, même quand elle parle des rues dans sa poésie, mais ça vient de l'intérieur. Il y a toujours des portes fermées. Et dans son roman, qui est un roman de voyage, des côtes du Sud jusqu'à Miami, avec ce destin impossible d'être contrôlé de plusieurs femmes. Et j'ai trouvé cette gymnastique esthétique tellement beau. Et un premier roman et raconter la vie. Et depuis, elle raconte que la vie des autres. Elle m'étonne toujours quand je la retrouve dans des quartiers. À Martissan, il y a un petit livre qu'elle a fait que j'adore beaucoup. Le désir est un visiteur silencieux. Récemment, je suis allé à Fontamara pour essayer de me situer dans un décor de petite classe moyenne des années 60-70, avec une espèce de notable, qui va se faire avoir par la folle. Il y a tout. Il y a le notable, il y a la folle, il y a les enfants, et on sent la mère aussi qui est tout proche. Voilà. Et Eufel, oui. Quel deuxième livre t'a beaucoup marqué? J'ai beaucoup aimé 2 livres. Pour moi, c'est un seul livre, c'est L'histoire de la beauté et l'histoire de la laideur d'Umberto Eco. Qui nous a laissé cette année, malheureusement. Oui. Ouais. L'histoire de la beauté et de la laideur, c'est parti d'une fausse prétention de déconstruire le discours sur l'art. Vous savez, on est tous emmerdés avec l'art contemporain, on ne sait pas ce que l'art contemporain, on ne sait pas ce que c'est, les performances artistiques. On aime, mais on n'aime pas, mais on se pose toujours des questions par rapport à l'art. Est-ce que l'art produit simplement de la beauté? Et chez Umberto Eco, ça produit du sens. Et ce sens qui peut être diversement interprété. Et là, il a fait une revue du patrimoine mondial artistique avec les œuvres les plus célèbres. Il a tenté de les catégoriser entre beauté et laideur. C'est magnifique comme travail. C'est magnifique. C'est simple.
Umberto Eco qui ne parle même pas de relativité. Tout le monde dit, ouais, écoutez, Oui, c'est vrai. il y a tout un discours tellement bien fait autour de là. Quand je prends une petite boule posée par terre, on ne regarde pas par la boule, mais on imagine le concept. Et on nous donne toujours des aides. C'est-à-dire, il y a quand même la dictature des faiseurs de discours sur l'art, des conservateurs, des galeristes, des collectionneurs et des artistes même qui sont de plus en plus et de mieux en mieux brillants et intelligents. On oublie l'objet et on se réfère au discours. Et là, je crois que c'est un gros risque. Ouais. C'est beau, c'est laid. C'est beau, c'est laid. Et puis, il passe aussi en revue comment notre perception du beau et du laid change, Bien sûr. dépendamment des Ah, mais époques, naturellement. de l'espace et du temps. Le beau n'a pas toujours été le beau est une construction. C'est une construction. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans pour essayer de faire un petit film avec les artistes de la Grande Rue et Loge de l'Underground. Et au moment que j'ai commencé à travailler, j'ai des amis qui me disaient, mais c'est de la merde. C'est tellement laid. Il s'est passé 20 mois, à 24 mois. Et ces mêmes amis qui me disaient, mais qu'est-ce que c'est merveilleux? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment? Ouais, pour que la perception Mais change. la perception change. Comment un mouvement peut passer de la laideur à la beauté en 1 minute. J'ai aussi tenté autre chose, de faire un livre avec mon grand ami Patrice Douget, Qui est photographe. photographe, sur des artistes Qui sont à 15 corps. de la montagne. Ouais. De la montagne, pas des artistes Saint-Soleil, mais le type qui travaille le bambou, à un certain moment, a décidé d'expérimenter des formes différentes, où cette grande dame qui s'appelle Orcélie, avec une peinture tellement reposante pour moi. Donc ça a fait une trentaine d'artistes. Et il y a certains qui travaillaient avec une heureuse naïveté, d'autres avec une méchante ambition, certains qui faisaient ça parce qu'ils n'avaient pas envie de travailler la terre, bon voilà, c'était mieux de faire ça, Ouais. D'autres qui cherchaient des touristes, d'autres qui savaient se vendre, d'autres qui se cachaient, et tout ça, il y a un concept au milieu, le beau et le laid. C'est pour ça Umberto Eco T'as profondément marqué. Et si on continue la petite randonnée, tu mobiliserais maintenant quel texte? Je vais convoquer Des souris et des hommes de Steinbeck. Souris et des hommes de Steinbeck. Et l'autre livre, je l'annonce tout de suite. C'est le livre de Taleb, le signe noir, le règne de l'imprévisible. De l'imprévisible, ouais. Un texte littéraire et un texte totalement inclassable. À l'origine, ça aurait dû être un essai philosophique ou un essai sur l'économie. Mais ça peut être un roman aussi, parce que ça commence comme un roman, mais c'est toute une leçon de vie. Et qui a eu un succès fou au moment de sa sortie. Ouais, mais aux États-Unis. C'était quand même semaines obligatoire. en tête de vente aux États-Unis. De ces deux livres, ce qui me frappe, c'est la fragilité. La fragilité du monde, la fragilité humaine dans le jeu du monde. Tout simplement. Et ce non-besoin de planifier sa vie, de faire des prévisions, de se projeter en avant avec de très très bonnes intentions. Dans Les souris et les hommes, j'aurais quand même pu parler de Léni. De Léni, ce idiot heureux. Définitivement. Hein. Qui n'arrive pas à se maîtriser, qui a toujours de très très bonnes intentions. Et qui veut toujours être exposé à de la douceur. À de la douceur. Veut toujours... Mais je comprends ses propositions aussi à sa vie, parce que on est quand même dans les années noires aux États-Unis. Ce livre est sorti quand même en 1937, où la condition ouvrière, ça m'envoie aussi à l'univers de Bukowski. Exemple. Oui, entre-temps. La condition ouvrière, le type, il va vendre ses journées, comme on fait maintenant en Haïti, de ferme en ferme, mais il a besoin de douceur. Et ils sont deux amis. Et ce livre me renvoie tellement d'autres livres, me renvoie à Bouvard et Pécuchet. Pécuchet, avec leurs bonnes intentions, mais il y a tellement d'échecs en cascade. Et puis Léni aussi a une identité
très spécial. C'est ce personnage qui a une souris dans sa poche. Mais oui, mais il a sûr besoin de qu'il a- toucher quelque chose. Il a de doux. besoin de toucher de quelque chose. Il a besoin de ce contact avec la douceur, avec l'affection. Et à chaque fois, Ça finit il mal. se laisse aller, ça finit mal. Il tue ses pauvres souris. Oui, il tue par mégarde. Il a tue- même tué une femme. Oui, parce qu'il a envie de les serrer. Il a envie de les serrer. Bon, il a même fini par tuer une femme parce Ouais. que, pour la première fois, parce qu'il était tout le temps en contact avec des bêtes, ses souris. Hein? Et là, il y a une vraie femme, bellement constituée, qui parle, enfin, qui lui raconte sa vie, qui lui dit que son mari le maltraite, etc. Et Lenny a besoin de caresser cette... Bon, quand on dit de reconforter cette femme, c'est pas caresser, parce que chez lui, il y a aucune perversion sexuelle. C'est Ouais. caresser cette femme pour la rassurer, pour la reconforter. Et le pauvre con, il l'a tué. il l'a tué. Des souris et des hommes. Des souris et des hommes. Et Stanley. c'est ce qu'on retrouve qui est peut-être dressé en théorie. La théorie du signe noir. Disant, quoi qu'on fasse, on ne maîtrise pas l'avenir. Et dans la théorie du signe noir aussi, ça met en doute la fondation même de nos connaissances. Bien sûr, parce que quand on a un livre qui commence, on est en Australie, Oui. on est en Australie, il y a un animal bizarre sur un lac. Et tout le monde regarde, mais c'est quoi comme animal? Il n'est pas répertorié, on ne l'a jamais vu. Bon, on fait appel aux experts, parce que bon, les experts, ils savent tout, tant mieux pour eux. Et ils ont fini par comprendre, mais c'est un signe. Mais il n'y a pas de signe noir. Les signes sont blancs en règle générale. Ouais. Et c'est le doute. Et dans la... Qui est peut-être pour moi le travail, et qui est peut-être pour moi l'outil principal de l'écrivain, le doute. Et là, le doute qui devient une forme de réalité qu'il faut gérer. Il y a un signe noir et toutes les connaissances Sur le signe. sur tombe. le signe s'effondrent. Et dans la C'est- théorie des probabilités, c'est ce que nous appelons un événement rare. Mais bien sûr. Lequel événement rare qui peut Eh bien, ce sont tout faire toujours, basculer. ce sont toujours les événements rares qui finissent par arriver. Ouais. Donc là, c'est applicable, ça a été appliqué à l'économie, le capitalisme, le libéralisme en particulier. Et c'est un système qui est fondé sur la gestion du risque. Oui. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Et c'est aussi la politique. Moi, je prends plaisir à écouter des acteurs politiques en Haïti. Ils parlent tout le temps de stratégie à un coup d'avance. Et ce qui ne devait pas arriver finit toujours par arriver. On est vraiment dans la théorie du sinon. C'est pour ça que j'adore ce livre. Et l'économie, c'est pareil. Quand il y a eu la dernière crise De 2008, là? de 2008, le livre est sorti en 2007. Ouais. Et comme c'est un système qui est basé sur la gestion du risque, mais pourquoi ça s'est effondré? Parce que au moment de monter chaque projet financier ou chaque projet politique, la première chose qu'on exige de nos chers experts, c'est une évaluation du risque. Et des fois, ces experts, ils se trompent dans l'évaluation du Non, ils ne se trompent pas. Ils ne se trompent pas. Il y a toujours quelque chose d'imprévisible qui finit Il y a par... toujours un événement Il y a- rare. Il y a toujours un événement rare. Il y a toujours quelque chose de prévisible qui finit par arriver. Donc, pour moi, c'est un livre... Et un dernier livre qui t'a C'est un aussi- livre fondateur d'une certaine Le manière cinéma. de voir, de vivre, en disant, mais écoutez, arrêtez de vous protéger. Il y a quand même quelque chose qui finit par Ouais, arriver. on ne contrôle pas tout. Ouais, Le champ des possibles est immense. Mais on peut s'enfermer dans un bunker pour éviter tout contact avec le monde, les bactéries, les guerres, tout ce qu'on veut. Mais écoutez, on finira par mourir d'ennui. Et le dernier livre qui t'a beaucoup marqué, Euphel, c'est Parlez-moi d'Omégaré. mon livre de chevet. Parle-moi de la vie de vos soirs. Et c'est- quand je dis ça,
j'ai entendu le thème de ta voix en disant, mais putain, pourquoi j'ai choisi ça? Non, mais là, c'est à ton tour. Mais je te pose la question maintenant. Et Donc, la vie délivrez-vous, je reçois, je reçois Enrico D'Angelo. Mais tu as raison Enrico D'Angelo. tu as raison de mettre ça en scène. J'adore tellement ce livre. C'est mon livre de chevet. C'est le livre de pourquoi ma tu vie. l'adores? La vie devant soi. Mais quelle écriture, quelle désinvolture, quelle gratuité dans l'élan littéraire de ce texte. Ah ouais. Ouais, mais je t'écoute. Ça t'a touché aussi. Momo, ce petit personnage. Et en fait aussi, c'est mettre les livres en relation. J'adore ça. On est dans une ville connue littérairement, très très connue littérairement. Et dire là, on va penser, on va se référer à comment il s'appelle là, aux Misérables. Mais c'est déplacé dans une autre époque. Moi, cet enfant, c'est l'insouciance aussi qui me plaît. Mais en même temps, cette possibilité de dialogue entre des communautés différentes. Ouais. Et là, quand la littérature touche à cet universel qui fait l'histoire et qui annonce aussi, c'est-à-dire on a des communautés qui sont plus ou moins séparées par leur manière de vivre, dont leurs croyances, et tu as ce petit qui navigue entre les deux et qui trouve une humanité dans la mise en commun de plusieurs humanités. Et je trouve ça totalement, pour moi, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Et je rends ça au-delà de la qualité littéraire de la langue. Et puis, quel coup aussi recevoir le prix Goncourt 2 fois, en 56 sous Sandrine Romain-Gary, puis La vie devant soi avec son nom d'emprunt, Émile Ajar. Quel coup aussi pour l'établissement littéraire français. Bon, le prix Goncourt ne récompense pas le meilleur livre, à mon avis. Pour moi, c'est un détail. Ça peut être, je ne sais pas, n'importe quoi, de la chance. Peut-être le type qu'il avait fait une expédition de Hugo à partir d'Haïti. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais ce livre qui est encore d'actualité, qui pose toujours des problèmes actuels. Comment éviter la dangerosité du communautarisme dans les grandes villes en Europe. Voilà, Bien dit, Donc, jusqu'à maintenant... il y a toujours ce problème. Alors, nous allons maintenant, Euphel, visionner ensemble une petite vidéo qu'un lecteur nous a envoyée. Et c'est aussi le concept de l'émission Délivrez-vous. Quand vous lisez chez vous, faites-vous filmer par un téléphone et envoyez-nous la vidéo, vous présentez un livre que vous avez aimé. Est-ce que ce lecteur est diplômé? Je ne pense pas qu'il ait des diplômes. Mais au moins, il est un lecteur. Ouais. Mais ce n'est pas un préfet de la République des Pas lettres. du tout, pas du tout. Allez, on va regarder ensemble. Bonsoir, je suis Stan Levedor, comptable et étudiant en communication. Je vais vous présenter un roman de Émile Couffet qui s'intitule Le désir est un visiteur silencieux. C'est l'histoire de Marissa, une jeune fille qui habite avec sa mère Claudette dans le quartier des Martissants, à la rue Pinchot. Une rue qui portait le nom d'une très ancienne famille et qui venait de réduire seulement à M. Sylvain Péchaud. Sylvain Péchaud était un notable, un professeur, le séducteur de la zone. C'était l'ami de tout le monde, plus particulièrement l'ami des femmes comme Gladys, Claudette. Il visitait toutes les maisons de silence. C'était aussi l'homme à qui Gladys et Claudette partageaient un parfait amour en silence. Un amour silencieux qu'un devin seulement pouvait deviner. Annette, la sœur illégitime de M. Pinchot, une femme qu'on croyait folle de par son comportement, en tant que devineuse ou encore en tant que connaît tous les secrets de la rue Pinchot. Elle connaissait même la relation silencieuse que Gladys et Claudette avaient avec M. Péchaud. Le jour que M. Péchaud venait de son âme, c'était la plus grande tristesse, la plus grande décennie que Gladys et Claudette n'avaient jamais connue. Et c'était pas pareil pour Marissa, parce qu'elle avait considéré M. Péchaud seulement comme un ami à sa mère. Marissa posait souvent des questions à sa mère au sujet de qui était son père, mais à chaque fois, Claudette lui voulait cacher quelque chose. Claudette disait toujours à Marissa qu'on ne doit pas poser n'importe question à votre mère. Marissa allait découvrir le pot aux roses le jour où elle avait eu un échange de propos avec Annette, la femme savante, et Annette lui crachait tout. Annette lui disait que Claudette et Gladys partageaient pendant un temps
un amour silencieux avec M. Pinchot. Annette ajoutait pour lui dire que M. Pinchot était son père et le père des deux fils de Gladys. Donc, Marissa passait tout son temps avec son père et ses deux frères et ses frères et sœurs consanguins sans qu'elle ne savait pas. C'est un beau roman, un roman qui ravit et qui à la fois. Je vous conseille d'écouter la lecture de ce roman et sans doute vous serez gagnant. Merci de nous avoir envoyé cette vidéo, merci à ce jeune homme et je vous invite tous à continuer à poser ce geste. Quand le livre, vous l'aimez, partagez ce plaisir du texte avec les autres. Envoyez-nous une vidéo d'1 minute, de 2 ou de 3 minutes où vous présentez rapidement ce livre que vous avez aimé. Jean-Michel, j'étais enchanté de te recevoir sur le plateau des Livrez-vous. Et moi donc. Fait le moment décisif, tu es sur le point de Pourquoi passer j'ai l'arme toujours à des mots gauche. décisifs? Tu sais, Donc là, tu parles de mourir. oui, je suis vraiment en train de parler du fait de mourir et on te demande une phrase avant que tu ne quittes cette vie. Quelle serait cette phrase? Bon, cette phrase, là, au moment où je te fais l'émission, cette phrase, elle ne sera pas de moi. J'ai écouté récemment un jeune footballeur qui ne vit pas avec sa tête, qui vit avec ses pieds, parce que c'est pas Messi quand même, et qui a sorti une phrase, mais d'une simplicité, qui s'appelle Lucas, il joue au Paris Saint-Germain. On a dit, nous pouvons être champions, je t'aime mon frère. Aïe, aïe, aïe. Merci, Ophel. Merci. J'étais enchanté de t'avoir sur le plateau. Mesdames et messieurs, Jean-Michel Milissé, que je vous invite à lire Sans modération, son dernier roman, Mes chères petites ombres, disponible en librairie. Et continuez à lire, continuez à charbonner votre intelligence. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.